pour Salman Al Khalifa. Mais le paradoxe demeure. À cette époque, Infantino est toujours secrétaire général de l'UEFA. Son nom est cité dans des affaires de trafic d'influence finalement classées par le ministère public suisse. Il apparaît également dans les Panama Papers pour des contrats commerciaux signés en 2006 avec une société offshore au nom de l'UEFA. Aucune suite judiciaire ne sera rendue publique. Une fois installé à la tête de la FIFA, l'objectif devient clair: aligner l'Afrique sur les exigences des clubs européens en imposant à la CAF une CAN tous les 4 ans. Mais il y a un dernier obstacle. Issa Hayatou, l'homme qui pendant des années a tenu tête à Sepp Blatter et qui n'a jamais cédé. Gianni Infantino ne perd pas de temps. En mars 2017, l'élection du président de la Confédération africaine de football devient un enjeu stratégique majeur. Deux favoris se détachent alors, Jacques Anouma et Amos Adomou. Mais le scénario semble étrangement familier. Amos Adomou est accusé d'avoir reçu des pots de vin et se voit suspendu pour 2 ans de toute activité liée au football, écartant de fait l'un des principaux obstacles. Un modus operandi très bien connu, suivez mon regard. La suite est révélée publiquement dans un article de BBC Afrique intitulé Amos Adomou, Infantino fait campagne pour Ahmad. L'intéressé affirme sans détour, Gianni Infantino est en train de mener une campagne afin de déloger Issa Hayatou de son poste de président de la CAF au profit d'Ahmad, président de la Fédération malgache. À partir de là, le verrou africain commence à céder. Le 16 mars 2017, le scénario arrive à son terme. Ahmad est élu président de la CAF. Mais très vite, les lignes commencent à bouger et surtout à se fissurer. Dès les premiers mois, des divergences profondes apparaissent entre Ahmad et Gianni Infantino. En mai 2017, dans une interview accordée à la BBC, le nouveau patron du football africain affiche une vision radicalement différente. Il dénonce l'absence de séparation des pouvoirs au sein de la CAF et appelle à des réformes statutaires plaidant pour l'indépendance de l'organe judiciaire, de l'exécutif et du Congrès. Une critique directe d'un système qu'il juge trop centralisé et confisqué par le comité exécutif. À l'inverse, Gianni Infantino défend une centralisation du pouvoir, estimant que l'affaiblissement des mécanismes de contrôle permet une prise de décision plus rapide, quitte à s'éloigner des réalités des associations nationales. 2 visions, 2 méthodes, une collision inévitable. La rupture se creuse davantage en juillet 2019. Samuel Eto'o et Didier Drogba sont mes collaborateurs les plus proches à partir de maintenant. Et ils occuperont des fonctions officielles. Le titre de leur responsabilité va être dévoilé prochainement. Dans le même temps, le débat sur la CAN tous les 4 ans refait surface. Gianni Infantino en fait l'annonce sans consultation préalable des dirigeants africains. Ce que je vous demande, c'est votre décision, mais ce que je vous demande de discuter et de réfléchir, c'est de passer la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. La réaction ne tarde pas. En février 2020, sur RFI, Samuel Eto'o, proche d'Ahmad, répond frontalement. Il faut que Gianni et les autres sachent qu'il y a une génération qui n'est plus complexée. Celle-là qui connaît les mêmes universités que leurs enfants. Quand Gianni nous dit de faire une Coupe d'Afrique à 4 ans, je dis Gianni, explique-nous. Mais tu ne nous expliques pas ça devant tout le monde, parce qu'il y a un président de la CAF. Puis vient le coup de théâtre final. Le 23 novembre 2020, selon un schéma déjà observé, la Chambre de jugement de la FIFA prononce contre Ahmad une interdiction de toute activité liée au football au niveau mondial et international pour une durée de 5 ans à l'issue d'une enquête portant sur la gouvernance de la CAF. Oui, il fallait un président plus souple. Après l'éviction d'Ahmad, Gianni Infantino se met en quête d'un profil plus souple, plus en phase avec sa vision du football africain. En mars 2021, son choix est clair, Patrice Motsepe, le Sud-Africain. L'élection à la tête de la CAF semble être ouverte avec 4 candidats annoncés. Augustin Senghor, Ahmed Yahya, Jacques Anouma et Patrice Motsepe lui-même. Mais le scénario va rapidement changer. Les 3 autres prétendants se retirent successivement, laissant Motsepe seul en lice. En coulisses, un lobbying intense mené par Gianni Infantino est évoqué pour favoriser ce dénouement sans affrontement électoral. Une fois élu, le contraste est saisissant. Patrice Motsepe valide ce que ses prédécesseurs ont toujours refusé. Ce qu'Issa Hayatou a agité pendant des décennies, ce qu'Ahmad n'a jamais entériné, devient désormais réalité. La CAN organisée tous les 4 ans est actée. Et plus symbolique encore, la suppression de la CHAN, compétition dédiée aux joueurs évoluant dans les championnats africains, pourtant pensée pour valoriser le football local. Un nouveau cycle s'ouvre aux conséquences lourdes pour le football africain. Mais une fois le principe de la CAN tous les 4 ans à partir de 2028 acté, une question centrale demeure:
où se jouera cette compétition. À ce stade, aucun pays organisateur n'est officiellement désigné, sauf le Maroc. Rabat est pressenti depuis le départ et aurait, selon plusieurs sources, posé des conditions préalables. Parmi elles, une rumeur persistante, l'exigence de remporter la CAN, une rumeur formellement démentie par les autorités marocaines. Mais au-delà des déclarations, l'effet de jeu interpelle. Entre la phase de groupe et la finale de la CAN 2025, plusieurs décisions arbitrales alimentent un même sentiment, celui d'un traitement favorable accordé au Maroc. Dès lors, une question s'impose, tout était-il déjà écrit? Pour tenter d'y répondre, il faut descendre sur le terrain, analyser match après match et décortiquer certaines décisions d'arbitrage qui, loin d'être anodines, pèsent lourd dans le scénario final. Dès la phase de groupe, le Maroc affronte le Mali dans un match décisif pour la première place du groupe. Score final, 1 but partout, mais une action fait polémique. Une faute sur l'attaquant malien dans la surface sanctionnable d'un penalty ne sera jamais sifflée. En huitième de finale, face à la Tanzanie, le scénario se répète. Un accrochage évident à la main sur un joueur tanzanien dans la surface marocaine reste là encore sans sanction. Même situation en quart de finale contre le Cameroun. Un attaquant camerounais est stoppé après que le défenseur marocain laisse traîner ses pieds dans la surface. Le penalty, une nouvelle fois, n'est pas accordé. Puis vient la demi-finale et un épisode encore plus troublant. Le gardien nigérian Stanley Bobo Nwabali se voit subtiliser ses serviettes en plein match, l'empêchant d'essuyer ses gants. Les images circulent. Une première vidéo montre un ramasseur de balles s'emparer d'une serviette. Une seconde révèle une autre serviette prise par un officiel marocain chargé de la sécurité. Malgré ces éléments, silence total de la CAF et de la FIFA. Dans ce contexte, le Maroc se qualifie pour la finale. En face, le Sénégal, auteur d'un parcours presque sans faute, se dresse comme le dernier obstacle. Une affiche de rêve, mais aussi pour beaucoup, l'aboutissement d'un scénario déjà lourdement contesté. Pour la finale, un nom retient toutes les attentions, Jean-Jacques Ndala Ngambo, arbitre congolais. Un choix qui suscite de sérieux doutes tant il est perçu comme favorable au Maroc. Le média CNews titre même CAN 2025, pourquoi le choix de l'arbitre pour la finale est-il une bonne nouvelle pour le Maroc? Et là, deux éléments sont mis en avant. Le Maroc n'a jamais perdu avec Jean-Jacques Ndala Ngambo au sifflet. Son bilan, 7 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Autre polémique, il avait déjà arbitré le match d'ouverture opposant le Maroc aux Comores, remporté par le Maroc. Lors de cette rencontre, un penalty généreux avait été accordé aux hommes de Walid Regragui, déclenchant une vive polémique. Le jour de la finale, tous les doutes se confirment sur le terrain. Jean-Jacques Ndala Ngambo devient rapidement le centre des polémiques. À 0-0 dans le temps additionnel de la 90e minute, le Sénégal voit un but refusé pour une prétendue faute sur Hakimi. Pourtant, le joueur marocain avait lui-même simulé sa chute. Malgré l'insistance des joueurs sénégalais, l'arbitre refuse de consulter la VAR, une décision qui enflamme le banc sénégalais et les observateurs. Quelques minutes plus tard, à la 94e minute, une action marocaine soulève à nouveau la controverse. L'attaquant marocain est en position de hors-jeu suite à un centre, mais Ndala Ngambo ne le signale pas, donnant un corner au Lion de l'Atlas. Sur ce corner, un duel entre l'arrière gauche sénégalais El Hadji Malick Diouf et Brahim Diaz provoque une consultation de la VAR après pression de l'attaquant marocain sur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il décide, Jean-Jacques Ndala? C'est incroyable, incroyable. Et le coach Pape Thiaw décide de faire entrer ses joueurs au vestiaire avant de reprendre le match sur la demande de Sadio Mané. Le penalty qui en découle est raté par Brahim Diaz et le match entre dans les prolongations. À la 93e minute des prolongations, Pape Gueye marque le seul but du match. Le Sénégal s'impose. Un soulagement immense pour les Lions, mais aussi un scénario chargé de controverses qui laisse planer l'ombre de décisions arbitrales douteuses tout au long du match. Et c'est là que commence la riposte.